Bienvenue pour cette première édition, effectivement, d'un événement clé. Donc, clé, c'est pour Carrefour ligérien de l'engagement et de la solidarité pour l'international, un événement qui se veut annuel, organisé par notre réseau Pays de la Loire Coopération Internationale. Donc, comme l'a dit Mathilde, nous excusons Daniel Lédin et je le remercie pour sa confiance pour le représenter ce matin. C'est donc avec beaucoup de plaisir et au nom de tous nos administrateurs et de notre équipe que je tiens d'abord à exprimer mes remerciements les plus chaleureux aux nombreux partenaires de cette première édition, et notamment le Conseil régional des Pays de la Loire, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Forum des organisations internationales, l'Université de Nantes et l'association Guinée 44. N'oublie pas non plus de remercier notre formidable équipe du RRMA, la directrice et ses collaborateurs et collaboratrices pour avoir participé et organisé cette journée de débat. Nous sommes donc heureux de réunir aujourd'hui, bien que virtuellement, elle l'a dit, une grande diversité de participants, représentant d'une part des collectivités territoriales, des associations d'autre part, des établissements d'enseignement et de recherche, des acteurs économiques qui constituent tous en fait les 4 piliers de notre réseau et qui portent chacun des dynamiques de solidarité et de coopération internationale sur l'ensemble de notre territoire. C'est bien dans un esprit de mutualisation, de partage et de renforcement que nous avons conçu cet événement clé. Aussi, tout au long de la journée, vous pourrez échanger avec des experts, découvrir des outils, assister à des témoignages, partager vos pratiques et vos expériences afin de développer votre réseau et renforcer vos projets. L'année 2020 restera évidemment à plusieurs titres une année particulière et on regrette évidemment que cette crise sanitaire qui nous touche depuis le printemps dernier se combine aujourd'hui avec une crise qui est à la fois économique, politique et environnementale. C'est une crise qui met au défi tous les gouvernements sur l'ensemble des continents. La pandémie de Covid-19 a notamment fait émerger de nombreux débats sur l'interdépendance des territoires, sur la nécessaire solidarité entre les peuples et les États, mais également elle a mis en évidence des inégalités au nord en termes d'accès aux ressources et services essentiels qui nous font porter un regard neuf sur les instruments de coopération de développement au sud, des instruments qui sont aujourd'hui à renforcer dans ce que l'on appelle pour certains le monde d'après. En effet, les acteurs de coopération internationale, c'est-à-dire vous tous, vous avez assisté à l'émergence de nouveaux besoins dans les territoires partenaires, tout en étant confrontés à des défis inédits pour y répondre. Alors, on veut parler des restrictions des mouvements impactant l'accès aux bénéficiaires et des mobilités internationales. On parle aussi de précarité plus forte des populations vulnérables, la mise en place de protocoles sanitaires et de fourniture d'équipements, l'expansion d'outils numériques. Cette pandémie incite donc à repenser l'articulation entre urgence et développement dans les projets de coopération internationale. Sur le court terme, le maître mot, c'est adaptation, et en effet, les acteurs du développement ont su s'adapter à un contexte d'urgence. Sur le long terme, en revanche, les effets de cette crise rendront d'autant plus nécessaire la prise en compte des notions de résilience, d'inclusion et de durabilité dans l'ensemble des projets de coopération. Le programme aujourd'hui a justement été pensé pour vous donner des clés pour comprendre, pour agir et pour renforcer vos futurs projets en y intégrant tous ces éléments. Pour débuter cette journée, nous allons justement nous pencher sur l'expérimentation de nouvelles formes de solidarité internationale dans le contexte de crise sanitaire, sur la base de dispositifs innovants de mobilisation et d'engagement à l'international depuis les territoires. Les projets d'appui au Sud peuvent en effet naître et se renforcer à partir d'initiatives portées au Nord, grâce aux ressources clés que constituent les diasporas, partie prenante du développement de leur pays d'origine. Et les outils favorisant l'éducation, la citoyenneté et la solidarité internationale sont des vecteurs indispensables d'ouverture au monde de nos concitoyens.
Nous allons donc débuter cette journée par une première table ronde en présence de Madame Shadia Arab, qui est vice-présidente du Forum. Donc le Forum, je rappelle, c'est une plateforme nationale, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations. Madame Shadia Arab est géographe et chargée de recherche au CNRS. Elle sera accompagnée de Madame Bouri Ndao, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique, fondatrice du Crédimi, présidente de l'association Néo-Diaspora. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Claire Chanching, chargée de mission volontariat, jeunesse, sport à la délégation pour les relations avec la société civile et les partenariats du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous l'aurez noté, que des femmes ce matin pour cette première table ronde et pour ouvrir cette journée clé. Merci beaucoup, mesdames, et je souhaite à tous les participants une belle journée et qui, je n'en doute pas, sera une journée remplie de découvertes, de rencontres, de débats et de partage. Donc, je vous laisse la parole. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Françoise, pour ces mots introductifs. Avant de laisser du coup la parole à nos panélistes, juste un tout petit rappel sur le fonctionnement de Zoom et de ce webinaire. Donc, vous voyez à l'écran les conférenciers. Vous pouvez, via les boutons qui se trouvent en bas de votre écran, chatter, donc envoyer des commentaires que nous recevrons et auxquels nous pourrons répondre en direct, ou poser dans un module spécifique des questions auxquelles on répondra soit par écrit, soit à l'oral. Voilà, donc pendant les interventions, n'hésitez pas à poser au fil de l'eau des questions à travers ces deux modules, le chat et les questions-réponses. Et puis, on laissera un temps assez large à la fin de cette table ronde pour un échange avec les participants. Et donc là, on pourra non seulement reprendre les questions qui auront été posées, inviter les panélistes à y répondre, et puis même permettre à certains d'entre vous, sur des questions un petit peu plus importantes, de rejoindre la conférence et de les poser en direct. Voilà, donc l'événement d'aujourd'hui a été construit autour de 4 thématiques en lien avec l'adaptation de la coopération internationale à la crise que l'on traverse. Donc cet après-midi, vous pourrez assister à des ateliers construits autour de ces 4 cycles. Un cycle sur les diasporas, un cycle sur l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, un cycle sur la localisation de l'aide et un cycle sur l'accès aux services essentiels. Voilà, donc ce matin, on parle d'expérimentation, on parle de nouvelles formes de solidarité internationale, on parle d'engagement depuis les territoires. Et je vais poser une première question à nos 3 panélistes, qui est: quels sont les impacts de la pandémie sur les activités de vos organisations? Comment est-ce que vous avez dû vous adapter à cette crise dans vos activités, dans notamment l'accompagnement que vous portez aux acteurs de la coopération internationale? Je laisse peut-être Shadia Arab répondre en premier. Merci beaucoup Mathilde, merci à Marion d'avoir organisé cette journée. Merci de m'avoir sollicité également, et je remercie également Gisèle Toali, qui est chargée de mission animation et structuration du réseau du Forum, qui a préparé avec moi les différentes interventions du Forum au sein de cette journée, puisque nous avons 3 temps ensemble. Donc, merci encore de cette opportunité. Pour répondre à cette question en quelques minutes, je voudrais d'abord rappeler que cette crise, elle a redessiné nos priorités, nos objectifs, dont le principal était devenu finalement le droit à la vie. Le droit à la vie de nos proches. Nos engagements ont été aussi heurtés par ce bouleversement mondial, la séparation avec nos familles, pour certaines rester dans les pays d'origine puisqu'on travaille avec des diasporas, les questions que soulevait cette crise face encore une fois à des pays dont nous sommes originaires ou d'où nous sommes descendants, migrants, qui ne sont pas toujours armés pour affronter les maladies, la question de la santé, de l'équipement, de la survie et tout simplement de la vie, qui était devenue une préoccupation principale et prioritaire.
car cette crise sanitaire, elle s'est aussi imbriquée à une crise économique et des gens ont perdu leur travail, à une crise sociale, à une crise environnementale, à une crise politique. Donc, nos engagements en tant qu'association n'en ont été que plus forts et très vite, l'appréhension a laissé la place à l'action. Les membres du Forum ont su prendre à bras-le-corps et à contre-courant ce que nous imposait cette crise, ce qui nous tient finalement tant à cœur, la solidarité avec les nôtres, la solidarité avec les autres. Ces engagements citoyens étaient multiples et variés, avec toujours une orientation de nos actions vers les plus fragiles dans nos sociétés. Madame Grelot le rappelait, c'était les plus précaires qui étaient touchés. Et donc, nos actions se sont naturellement orientées vers les populations les plus précaires parmi les migrants, donc les migrants vieillissants, ce qu'on appelle les Shibani, qui se trouvent dans des foyers type Adoma, mais aussi les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères, qui étaient une cible très importante en termes de précarité. On le voit encore aujourd'hui dans des inscriptions qui sont retardées, voire des inscriptions qui ne sont pas faites dans les universités et qui créent une précarité administrative, une précarité sociale encore plus exacerbée pour eux et pour elles. Donc des situations désastreuses, loin de leur famille, sans travail, dans des cités universitaires, parfois extrêmement restreintes pour travailler. Des actions aussi qui ont traversé les frontières, donnant aussi toute légitimité à nos actions au sein du Forum, puisque nous plaidons sur une action sur le double espace, sur une citoyenneté transnationale, ici et là-bas. Donc, une fois que j'ai rappelé en introduction un petit peu comment on a ancré notre réflexion, au sein du Forum, on a mis en place un certain nombre de choses pour nous adapter à cette crise sanitaire et à cette Covid. Il a fallu donc adapter nos pratiques, répondre aux besoins des personnes affectées, que ce soit les malades eux-mêmes, leurs familles, les travailleurs et travailleuses essentiels. Vous l'avez rappelé aussi, Mathilde, le terme essentiel est beaucoup intervenu dans les médias, mais aussi dans des écrits. Les étudiants et les étudiantes en font partie, étrangers, étrangères. Je rappelle que le Forum a participé à un groupe de travail et a signé une tribune en ce sens avec d'autres associations pour rappeler que ce sont très souvent les migrants et les migrantes qui ont été en première ligne dans le travail essentiel et vital. Cette tribune, elle s'est intitulée « Solidaire ». Ici et là-bas, et elle rappelle que parmi les travailleurs essentiels durant la pandémie, les personnes issues des migrations ont pris une place éminente dans notre réponse collective aux défis lancés. Cette tribune, elle a été parue dans Ouest France le 14 août dernier, et je vous invite bien entendu à aller la voir. Donc le Forum a été bien entendu touché également, et deux outils ont été mis en place pour essayer de répondre à cette pandémie et à notre action. Donc, la première chose, c'est que les administrateurs et les administratrices du Forum ont mandaté une task force qui a été créée pendant le confinement et qui a permis des espaces informels, des espaces de discussion et des prises de décision avec un financement dont je vais vous parler tout à l'heure, qui a été une enveloppe financière adressée et ciblée que sur des actions en lien avec la Covid-19. Face à ce besoin d'informer aussi sur la situation des migrants et des migrantes en France et dans nos pays d'origine, et face aux nombreuses actions menées par nos associations qui sont restées malgré tout méconnues, voire même invisibilisées, nous avons aussi lancé les Crocovis, qui sont des chroniques, les chroniques du Forum en temps de coronavirus, qui sont des tribunes qui ont été mises en place pendant le confinement et qui ont continué jusqu'en septembre dernier, et qui ont permis de mettre en visibilité le travail des associations dans la solidarité internationale, des actions citoyennes ici, mais aussi des actions en lien avec les pays d'origine. Donc, on a écrit 13 Crocovis qui ont concerné le Maroc, Madagascar, le Congo-Brazzaville, le Mali, le Sénégal, le Vietnam, le Niger, Haïti, le Ghana, le Laos, mais aussi d'autres pays et d'autres diasporas qui ne sont pas au sein du Forum, parce que le Forum se veut aussi ouvert aux autres diasporas, donc le Venezuela, la Tunisie et la Chine, qu'on espère un jour pouvoir avoir dans notre fédération. Donc, en plus de mettre en lumière nos actions et le travail que nous avons tenu aussi à être attentifs et soucieux aux besoins qui a été émis par les différents groupes formels et informels au sein du Forum,
et donc qui a permis de créer ce fonds d'urgence dont je vous parlais tout à l'heure, et ça sera mon dernier point avant de laisser la parole aux autres collègues de cette table ronde. Donc, le fonds de soutien Covid-19, c'est un fonds qui est né vraiment de la demande des associations de solidarité internationale pour leur permettre d'être mieux accompagnés et de répondre à des nouveaux défis, de nouveaux éléments qu'on n'avait pas forcément d'ailleurs d'habitude d'appréhender. Un public aussi qu'on n'avait pas l'habitude, avec lequel on n'avait pas l'habitude de travailler. La création de ce fonds était véritablement différente de ce qui existait au Forum, car il s'est appuyé sur une plateforme dématérialisée, bien entendu, avec un octroi de fonds rapide. On a été très réactifs là-dessus. On a essayé aussi de faciliter l'accès financier en simplifiant au maximum la démarche pour répondre à cet appel. Donc un appel qui était bien loin de la complexité administrative qu'on peut connaître, notamment par exemple avec le Praosim dont peut-être je parlerai tout à l'heure. L'idée était donc bien entendu d'être efficace et d'être dans une démarche d'écoute face à une crise sanitaire qui dépassait un peu tout le monde. Il y a eu beaucoup de débats au sein du Forum. Est-ce qu'on a été assez créatif? Est-ce qu'on a réussi à satisfaire tous les membres? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux et plus? Je pense bien entendu que oui, mais en tout cas, ça a été source de débat sur comment réagir par rapport à ça. Et il y a eu un bouillonnement général d'idées qui pouvaient aller, comme je le disais tout à l'heure, de la préoccupation des Chibani dans les foyers à Doma jusqu'aux discriminations en Chine, par exemple, face au coronavirus. On a vu aussi des publics nouveaux qu'on a appréhendés, parce que ce que je souhaiterais relever, et ce sera vraiment le dernier élément que je développerai, c'est que la nouveauté dans les actions qu'on a vu émerger et qu'on a financé dans le cadre de ce fonds de financement, c'est que la Covid a redessiné aussi nos périmètres d'action. Le soutien des actions et des mobilisations de soutien était avant tout en France et pas seulement dans les pays d'origine, car l'urgence, elle était aussi ici, dans notre proximité, dans notre quotidien, chez notre voisin, en bas de chez soi. Et aussi, la vague Covid est arrivée plus tard dans nos pays d'origine, voire même parfois les a touchés moins brutalement. Donc, les publics qui ont été visés, c'était essentiellement ceux qui étaient les plus précaires, les femmes, les personnes réfugiées, les demandeurs d'asile, les mineurs, les Chibani dont j'ai parlé tout à l'heure, et les étudiants étrangers qui sont vraiment un public nouveau pour nous parce que ce n'est pas un public qu'on accompagne habituellement, mais qui est devenu un public prioritaire dans le cadre de la Covid-19. Et on le voit encore aujourd'hui puisque le confinement, le retard des demandes de visa fait que des étudiants et des étudiantes étrangères arrivent en retard et certaines universités ne permettent pas leur inscription, ce qui peut créer des problématiques extrêmement graves pour ces étudiants. Donc, au sein du Forum, on essaye d'avoir un engagement et une écoute particulière sur ces nouveaux publics qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, et ça permet aussi d'avoir les nouveaux visages des migrants qui aujourd'hui émergent aussi au sein de notre société française, une société bien entendu multiculturelle. Je vais m'arrêter là si vous voulez bien pour ne pas garder trop le temps de parole et laisser mes collègues intervenir également, et je pourrai répondre aux questions sur ce sujet s'il y a des interrogations. Merci. Merci Shadia du coup de ce petit tour d'horizon de toute la créativité du Forum et toutes les dynamiques de solidarité, d'entraide que vous avez relevées. Je pense que la fin de votre intervention fait une très bonne transition avec ce que Madame Claire Shenching pourra nous présenter en termes de remobilisation des solidarités internationales et de l'engagement à l'international depuis le territoire français. Donc, Claire, je vous laisse la parole pour répondre à cette même question. Quel a été l'impact de la pandémie sur votre organisation, donc sur le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en l'occurrence, et comment vous vous êtes adapté? Oui, merci pour cette invitation tout d'abord. Pour répondre à votre question, il est vrai que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a comme mission notamment de favoriser l'engagement des jeunes et des moins jeunes à l'international dans une perspective de solidarité internationale et de lutte contre les inégalités mondiales. Donc généralement, les citoyens font faire des missions de volontariat à l'étranger. On accueille aussi en réciprocité des volontaires.
Ça peut être aussi des expériences, des premières expériences d'engagement à l'international. Donc, on a différents dispositifs, le VSI, donc avec des acronymes, le VSI, Volontariat de Solidarité Internationale, le JSI, VVSI, qui sont des chantiers de jeunes. Et il est vrai que la pandémie a vraiment marqué un coup d'arrêt à tous ces dispositifs, à toutes ces mobilités, depuis mars 2020. Donc, ça a été un vrai bouleversement dans nos actions et dans nos pratiques. On a dressé 3 constats lors de cette pandémie. Donc, d'une part, en premier lieu, l'arrêt complet de toutes nos activités habituelles liées à ces missions. D'un autre côté, on a aussi observé au niveau plus global qu'en même temps qu'une fermeture physique des frontières, on a vu la nécessité de mieux connaître les réponses face à la crise qui ont été mises en œuvre dans les autres pays, au-delà de nos frontières. Donc une crise qui est globale, mais qui a révélé un monde interconnecté, avec une nécessité d'une solidarité internationale qui s'exprime donc à la fois au niveau local, mais à l'international également. Et en dernier lieu, on a fait le constat qu'à l'été 2020, l'été 2020, c'est une période de départ où les projets de nombreux jeunes à l'international se concrétisent. Et cette période les personnes se retrouvaient dans l'impossibilité de partir. Donc, une des propositions que le ministère a souhaité mettre en avant, donc une des initiatives, on va dire, en réponse à la crise, a été le lancement d'une initiative en faveur de la solidarité internationale, donc on a appelé EASY, pour Initiative Solidarité Internationale, qu'on a lancé en partenariat avec le FONGEP, qui est un organisme qui gère nos dispositifs de solidarité internationale. Donc cette EASY initiative avait 3 objectifs. Le premier, c'était bien sûr continuer à soutenir l'échange interculturel et la solidarité internationale pour les jeunes, mais aussi pour les associations, dans une période de crise où toutes les mobilités étaient suspendues. Le deuxième objectif, c'était permettre aux jeunes d'explorer différemment le monde, malgré la fermeture des frontières, et donc essayer d'expérimenter de nouvelles formes de solidarité internationale, de sortir un peu du schéma habituel qu'on avait et essayer de trouver d'autres formes. Et le dernier objectif, c'était s'ouvrir à de nouvelles associations, des associations qui n'ont pas l'habitude d'intervenir dans le champ de l'international et qui pourraient se lancer dans des premiers projets, des projets un peu expérimentaux, et aussi s'ouvrir à des publics de jeunes moins sensibilisés à cette thématique de la solidarité internationale. Comme le disait Arab Shadia, on a eu des nouveaux publics qui ont été concernés et nous, de notre côté, on a aussi voulu s'adresser à un plus large public pour essayer de sensibiliser un plus grand nombre de personnes. Donc l'EASY, en fait, ça a consisté en un appel à projet qu'on a lancé à destination du plus grand nombre d'associations, d'un montant de 3 000 € par projet, avec 2 axes principaux. Le premier était de soutenir des projets de jeunes en lien avec l'échange interculturel et la solidarité internationale, qui pouvaient être, par exemple, des projets d'échange en ligne entre, par exemple, des jeunes qui avaient déjà un projet à l'international, qui avaient déjà noué des contacts avec des jeunes d'un autre pays et qui voulaient prolonger ces contacts, prolonger les liens noués par un nouveau projet en ligne. Par exemple, ça pouvait être un événement artistique en ligne, un concert de musique qu'ils pouvaient faire entre eux en ligne. Donc la notion de mobilité virtuelle, on va dire, d'échange en ligne était un peu au centre de l'EASY. Mais à côté, on pouvait aussi avoir des projets de rencontres physiques en France, sur la thématique de la solidarité internationale. Ce qu'on voulait montrer, c'était que la solidarité internationale peut également se vivre en France par des rencontres, des débats, des réflexions. Donc on a voulu, par exemple, que des jeunes de différents milieux, de différents parcours puissent se rencontrer et échanger sur ces notions. Voilà, le deuxième axe de l'EASY, c'était sensibiliser les jeunes qui sont plus éloignés de cette notion de solidarité internationale. Par exemple, des enfants accueillis dans les colonies de vacances. Donc, durant l'été 2020, les colonies de vacances ont continué à se dérouler et on voulait remettre l'international au centre de cette période. Donc, cette initiative a rencontré un assez grand succès, ce qui témoignait d'une forte attente de la part des différents acteurs. Près de 176 projets ont pu être financés. Et par exemple, en termes de projets lauréats, on a pu voir de très belles initiatives. J'ai l'exemple d'une association qui a initié des séances de ramassage de déchets avec des jeunes pour les sensibiliser au lien entre environnement
pour les sensibiliser à l'environnement. Et elle a noué un partenariat avec une association qui employait des professionnels de cuisine issus des migrations. Donc, autour de ce projet, on a pu avoir un débat autour de l'environnement et aussi des migrations. Donc, je trouvais que c'était un exemple assez intéressant de sensibilisation à l'international en France. Et un autre exemple, par exemple, d'un projet de l'Axe 2, on a vu un projet de théâtre forum se monter entre des jeunes qui étaient dans des colonies de vacances et qui ont été mis en lien avec des jeunes au Burkina Faso pour monter ensemble ce projet de théâtre forum. Donc un projet artistique et culturel qui a pu se tenir malgré la fermeture des frontières. Voilà. Donc pour cette initiative sur la solidarité internationale, on a décidé simplement pour clôturer un peu mon intervention, parce que je vois que le temps tourne, de la relancer à partir du mois prochain. Donc une EASY 2 va pouvoir être lancée va être ouverte du 21 décembre au 20 janvier, toujours sur les mêmes axes, avec une temporalité des projets qui pourront se dérouler du 1er avril au 30 septembre. Donc on ne sait pas ce que vont être la situation sanitaire, la fermeture des frontières d'ici là, mais on a remarqué qu'il y avait une vraie appétence des différents acteurs pour traiter de la solidarité internationale en France. Et l'objectif également, c'est de pouvoir prolonger cette première sensibilisation, cette première expérience par un parcours d'engagement à l'international tout au long de la vie, puisque ce qu'on aime à dire et ce qu'on souhaite dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour être volontaire à l'international et pour s'engager sur cette thématique. Merci. Merci beaucoup, Claire, pour ces premiers éclairages. Effectivement, c'est réjouissant d'entendre qu'une initiative comme l'EASY a eu autant de succès et a mobilisé tellement de participation et de projets. Et puis les deux exemples que vous avez cités sont éclairants. Enfin, c'est toujours intéressant de voir concrètement ce que ce type d'initiative peut donner. Et là, ce que vous présentiez me parlait bien, moi en tout cas. Je vais du coup laisser la parole à Bourine Daou maintenant pour nous présenter un petit peu les mêmes éléments, comment votre organisation s'est accommodée, si on peut dire, de cette crise, en tout cas comment elle s'est réorganisée, adaptée à cette situation inédite. Oui, bonjour. Merci Mathilde. Merci à Marion et merci à toute l'équipe des Pays de la Loire Coopération qui a permis la tenue de cet événement et qui nous permet effectivement d'illustrer de quelle façon donc, le Conseil présidentiel pour l'Afrique a pu participer et se réadapter en cette période quelque peu particulière. Alors, en quelques mots, donc, le Conseil présidentiel pour l'Afrique, c'est une institution qui a été mise en place par le président Emmanuel Macron en 2017 dans l'optique de repenser les relations entre la France et l'Afrique. Donc, nous sommes pour ce faire une dizaine de membres, tous issus de la société civile, bénévoles, et qui agissons sur nos thématiques d'expertise respectives qui vont de la santé, l'éducation, l'agriculture ou l'entrepreneuriat en ce qui me concerne. Donc, effectivement, on agit pour faire changer ce regard, pour rééquilibrer les relations. Et effectivement, l'un des piliers de cette action, c'est la diaspora. Donc, effectivement, le premier impact, je dirais, qu'a eu cette crise du Covid, c'est d'abord, dans un premier temps, ça a entraîné le report du sommet Afrique-France 2020. Ce sommet, donc, c'est un sommet qui était un grand rendez-vous de l'Afrique en France et pour créer justement et mettre en lumière les relations entre l'Afrique et la France et qui devait donner justement la parole aux sociétés civiles et aux diasporas qui sont clairement, comme je le disais, une dimension essentielle pour le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Donc, ce temps de parole, ce temps de visibilisation fort, forcément a été remis en cause par les conditions que nous connaissons, ce qui nous a poussé effectivement à continuer différemment notre rôle de facilitateur de projet pour favoriser justement les collaborations entre les acteurs de tous bords dans cette optique de repenser les relations Afrique-France. D'ailleurs, je vous le dis au passage, il devrait y avoir une reprogrammation de ce sommet Afrique-France sous une forme un peu différente l'été prochain, donc a priori à Montpellier.
Alors, comme il a été dit en introduction, effectivement, les diasporas ont été très fortement impactées par la crise sanitaire. Très impactées car elles ont eu une surexposition au virus parce que beaucoup étaient effectivement des travailleurs essentiels. On sait qu'il y a entre 4 000 à 5 000 professionnels de santé diplômés hors Union européenne, dont une grande partie sont issus du continent africain. Donc effectivement, on se souvient tous du premier médecin décédé malheureusement en France en mars 2020, qui était d'origine malgache. C'était assez symbolique et montre effectivement à quel point ces personnes issues de la migration, issues des diasporas, étaient en première ligne. Fussent-elles médecins, praticiens de santé, éboueurs, caissières, etc., etc. Ces travailleurs essentiels ont été vraiment exposés directement à ce virus avec les conséquences sanitaires qui pouvaient en découler. Une exposition effectivement sur le plan économique, bien entendu, cette crise aura encore des impacts très forts sur le plan de la précarisation de certains travailleurs. Les diasporas ont été très fortement touchés également par le fait de cette fermeture de frontières qui empêchait quelque part effectivement un rapprochement et des retrouvailles avec les familles. Donc ces impacts-là, on a vu qu'effectivement, notamment sur le plan économique, cette précarisation s'est traduite par une baisse des transferts d'argent. Alors la Banque mondiale prédisait une baisse d'environ 20% de ces transferts. Cette baisse n'a été que de 7%. Donc, ce qui montre à quel point, finalement, les diasporas se sont montrées résilientes face à la crise qui les touchait, mais ont continué à jouer ce rôle de contribution dans leur pays d'origine. Donc, et ça s'est traduit par différentes formes de mobilisation. C'était pour certains l'organisation de collecte pour répondre à des besoins alimentaires. Pour d'autres, c'était une organisation un petit peu plus structurée en créant des associations ou en mettant à disposition leur outil économique pour ceux qui étaient entrepreneurs, par exemple, pour pouvoir répondre à ces défis. Alors, face à une telle mobilisation, face à une telle résilience, effectivement, le CPA a décidé d'accompagner cette dynamique pour mettre en avant les acteurs de cette riposte. Donc, c'est ainsi qu'on a pu identifier une 60aine de projets qui étaient d'ordre technologique, médical, économique, tous portés par des collectifs de citoyens ou d'associations ou encore une fois de créateurs d'entreprises issus d'Afrique ou des diasporas. Donc, l'idée, c'était de dire qu'en effet, ces initiatives qui couvraient donc différents aspects de la riposte sur le plan sanitaire, donc avec notamment la mise en place d'outils de diagnostic, d'outils de protection des personnels soignants, des respirateurs, etc. Donc, tout ce qui permettait effectivement de répondre de façon très pratique à la crise sanitaire. C'était aussi l'aspect de prévention. On a vu se mettre en place des outils pour permettre de diffuser les gestes barrières, de diffuser des masques et autres, avec souvent une adaptation au contexte local, avec souvent des personnes qui ont traduit dans les langues locales tous ces éléments de prévention. Mais également sur l'aspect socio-économique, puisque certains, effectivement, se sont mis à distribuer des éléments de première nécessité. D'autres ont voulu digitaliser les transferts d'argent, les rendre plus aisés, ou tout simplement ont voulu digitaliser également l'aide en population vulnérable. Je peux vous citer 2 exemples, comme Soussou, donc, qui est une plateforme qui proposait aux ressortissants de la diaspora de pouvoir payer des frais médicaux donc depuis la France, depuis l'Europe, vers les bénéficiaires qui, eux, se trouvaient en Afrique. Ou alors Allodocteur qui a mis en place une plateforme de téléconsultation qui, effectivement, permettait d'avoir accès à des populations un peu plus isolées et qui permettait également de lutter contre la contrefaçon médicamenteuse. Donc, pour soutenir toutes ces initiatives, on a donc mobilisé le réseau CPA dans le but effectivement d'apporter de la visibilité à ces projets. Donc en mettant en valeur notamment sur les réseaux sociaux, on a pu mettre en valeur des solutions d'intelligence artificielle qui amélioraient le suivi des patients comme Ubu Solutions. On a pu mettre en avant Diagnosmi qui est une application de télémédecine qui a été développée au Burkina Faso donc par des membres d'associations. Ou alors, on a pu également mettre en avant la coopération entre des grands groupes, donc notamment Airbus Africa, qui s'est associé à des Fab Labs donc sur le continent pour fabriquer des respirateurs artificiels au Sénégal grâce à des imprimantes 3D. Donc là, on a un bel exemple de la mobilisation de différents acteurs, de grandes entreprises, de plus petites structures pour répondre de façon très directe et très concrète, très réactive à ces problématiques liées à la Covid.
Par ailleurs, donc, le CPA a aussi joué son rôle de catalyseur de projets, puisqu'on a pu effectivement, grâce à la détection de ces soixantaines de projets, on a pu en mettre en relation certains qui ont été redirigés vers des initiatives de plus grande ampleur, dont je peux citer par exemple le Made in Africa, l'initiative Made in Africa qui a été lancée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a permis effectivement de financer 4 porteurs de projets, dont Covidil, qui a été développé par une start-up, la start-up Quel Job, qui effectivement a pu permettre à des populations vulnérables d'avoir accès à des tarifs extrêmement réduits, donc à 80% de réduction, aux produits de première nécessité alimentaire. Donc, voilà, donc là, c'est des exemples très concrets de visibilisation, de mise en relation, qui nous a vraiment permis, effectivement, j'allais dire, de faire grossir des initiatives qui, effectivement, étaient essentielles et qui, forcément, n'étaient pas toujours très visibles. Un dernier aspect sur lequel nous sommes intervenus, c'est effectivement en faisant jouer justement notre levier institutionnel, en co-signant la tribune qui a été évoquée par Madame Arabe en introduction, donc qui est parue dans Ouest France, qui avait effectivement pour objectif de rendre visibles tous ces travailleurs essentiels et la contribution extrêmement importante de ces diasporas pendant la crise en France et dans leur pays d'origine. Nous avons également participé à une task force initiée par un groupe de parlementaires et qui a vocation effectivement à apporter un changement législatif, à proposer en tout cas, à mettre sur le débat des propositions législatives qui concernent notamment les transferts d'argent ou la bibancarisation, car comme je le disais en amont, malgré cette forte crise qui a eu un impact économique important, les diasporas ont continué à transférer et à participer économiquement aux besoins de leur famille restée sur le continent. Donc, en conclusion, effectivement, cette crise nous a permis à la fois de renforcer notre rôle de proximité avec les diasporas. Donc, on est resté tout en contact pendant toute la crise et nous continuons à développer un lien de proximité avec les diasporas. Cela nous a permis effectivement de renforcer la collaboration entre différents acteurs, parce qu'on pense que c'est vraiment une clé aussi de développement et de solidarité, c'est de travailler en synergie avec un certain nombre d'acteurs, quel que soit leur bord. Et ça nous a permis effectivement de renforcer ce besoin de visibilisation des diasporas, ce besoin qui était présent, mais qui, pendant la crise, revêtait un caractère encore plus important. Donc voilà, c'est un peu comme ça que le CPA a pu repenser sa relation avec la diaspora et va continuer à entretenir ses relations avec la diaspora. Merci beaucoup, Bouri, du coup, pour cette présentation des initiatives du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Là aussi, c'est très inspirant, très évocateur d'avoir des exemples concrets de ce qui a pu être identifié et soutenu par le CPA. Et puis, vos propos ont très bien introduit la question suivante, puisque vous parlez de liens de proximité qui s'est créé ou au moins renforcé pendant la crise, de partenariats multi-acteurs qui se sont développés, de mise en visibilité, de valorisation des initiatives, des engagements, des projets, des actions des acteurs que vous soutenez. Et voilà, ça m'amène à ma question suivante, qui était quelles leçons on tire de cette crise et de tout ce qui a pu être développé, produit pendant cette période, et comment, sur cette base, on peut repenser la coopération et le développement international. Je vais laisser peut-être Claire répondre en premier à cette seconde question. Oui, merci. Alors, quelles leçons tirer de cette crise ? De notre côté, nous voyons une proposition phare, c'est mettre l'accent sur ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, le CSI. Pourquoi ça pourrait être une solution face au constat actuel ? On a bien vu que la crise nous a montré qu'on est dans un monde global avec une nécessité de penser ici et là-bas, ensemble, et donc de passer du local au global, de penser ces deux dimensions ensemble, et donc de sensibiliser les citoyens à cette importance. L'EXI, elle valorise en ce sens la diversité culturelle et elle encourage chacun à devenir des citoyens concernés. Alors, pour juste rappeler brièvement ce que c'est une démarche qui vise à transmettre un socle de valeurs communes, une démarche qui est à la fois éducative, puisqu'elle s'inscrit dans la durée et tout au long de la vie d'ailleurs, et pas que pour les jeunes, mais pour tous les citoyens.
elle est aussi porteuse elle est politique, puisqu'elle est porteuse d'une vision du monde et de la solidarité internationale qui est basée sur le respect des droits humains, sur l'égalité entre tous et tous, sur la protection de la planète, sur la richesse de la diversité culturelle. Et enfin, on peut dire qu'elle est émancipatrice, puisqu'elle elle favorise une citoyenneté active. Elle encourage les citoyens à prendre en main leur vie en fonction d'une vision du monde partagée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer à travers Lexi? Donc des pratiques complémentaires. Ça peut être informer et sensibiliser le grand public, les citoyens sur les enjeux actuels, les enjeux internationaux. Ça peut être par des créations artistiques, des projections, des conférences, des événements, des lectures, etc. C'est aussi faire comprendre. Donc, généralement, Lexi s'adresse en grande partie vers les jeunes et les très jeunes, par exemple le public scolaire, mais pas que. Et donc, faire comprendre par des animations pédagogiques, des séjours à l'étranger, des stages d'immersion, des formations, etc. Et enfin, c'est agir. Donc là, c'est faire passer à l'action en accompagnant des porteurs de projets à agir en faveur d'une mobilisation citoyenne plus forte. Et je pense que cette notion de pouvoir d'agir, de renforcer le pouvoir d'agir, elle est clé aujourd'hui dans le monde un peu instable et incertain dans lequel nous sommes un peu entrés, puisque avec l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, on donne l'envie aux personnes de se mobiliser pour contribuer à agir en faveur de la transition écologique, solidaire, démocratique. Donc, des exemples très concrets d'actions d'EXI qui ont pu être développés ces dernières années et qu'on peut amplifier et soutenir. Par exemple, pour les jeunes, ça peut être renforcer le développement de leur esprit critique en donnant accès à des informations plurielles, à des points de vue multiples. Dans le monde actuel, avec notamment les fake news autour de la pandémie, la question de développement de l'esprit critique, elle est plus que nécessaire. Et certaines associations accompagnent du coup les jeunes à mieux comprendre, notamment à la fabrique de l'information. Un autre exemple, ça peut être œuvrer pour une société plus apaisée où on prendra vraiment en compte la richesse de la diversité culturelle. Par exemple, démonter les idées reçues sur l'immigration, c'est quelque chose que fait le Forum, justement, que font d'autres associations comme Ritimo, que fait également l'Agence française de développement, via une exposition toute récente qui s'appelait Réinventer le monde, où on invitait à réfléchir sur l'impact du dérèglement climatique et sur les interdépendances planétaires. Et là encore, quand on réfléchit aujourd'hui à l'origine de la crise sanitaire actuelle et sur l'interdépendance de notre monde, je pense que cette dimension, elle est tout à fait d'actualité. Et peut-être un dernier exemple pour rendre encore plus concrète Lexi dans nos esprits, c'est construire des alternatives, typiquement en accompagnant des dynamiques de changement comme la promotion de circuits courts, le commerce équitable, l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense par exemple à un projet, notamment en Pays de la Loire, où des élèves apprentis d'établissements scolaires travaillent avec d'un enseignement agricole, travaillent pour développer, pour donner naissance à un atelier de transformation du cacao en chocolat et la construction d'une filière locale. Donc, toutes ces actions, à mon sens, participent de Lexi, qui peut être une réponse aux défis contemporains, puisque on le voit, ils sont de plus en plus interconnectés et internationaux. Et Lexi permet aux citoyens de mieux identifier, de mieux définir les changements nécessaires pour parvenir à une évolution et pour mettre en œuvre toutes ces évolutions à des échelles à la fois individuelles, collectives et publiques. Donc, à l'heure où on cherche des solutions à la crise économique, où on réfléchit à un autre modèle de société, à un monde plus juste et plus solidaire, je pense qu'il est important de donner les moyens aux citoyens, notamment aux plus jeunes, d'arriver à comprendre toutes les implications de ces changements pour arriver vers une société plus solidaire et plus durable. Merci beaucoup, Claire. Je suis ravie de vous entendre mentionner ce très beau projet, effectivement, d'appui à la transformation d'un cacao local au Cameroun, qui est porté par un de nos membres et qui sera présenté ce soir lors de la projection débat qui clôturera cette journée et qui s'inscrit dans le cadre du festival alimentaire.
Et puis je suis heureuse aussi de vous entendre parler d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale avec autant d'entrain. C'est vrai que c'est une des missions portées par les réseaux régionaux multi-acteurs que de soutenir cette éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale sur les territoires. On compte beaucoup de membres qui sont engagés dans des dispositifs d'EXI, dans des actions d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale et qui prennent bien en compte les différents éléments que vous avez évoqués, informer, comprendre, agir, promouvoir l'engagement, donner des clés pour décrypter l'actualité, pour développer ses propres initiatives. Je vais laisser la parole maintenant à Bourrit pour nous dire aussi comment elle voit sur le plus long terme le renforcement des initiatives qui ont été développées pendant cette période et puis le développement de nouveaux projets de coopération dans ce monde post-Covid. Alors effectivement, oui, nous, au niveau du CPA, du Conseil présidentiel pour l'Afrique, effectivement, on tire plusieurs enseignements de cette crise. D'abord, en premier lieu, effectivement, ça vient conforter la vision que nous avions de dire qu'en effet, les diasporas sont clairement un acteur incontournable du développement international. Donc, les diasporas montrent très clairement qu'elles veulent prendre part au développement du continent et de la France. C'est vrai qu'on parle souvent des transferts d'argent et c'est un montant important. On parle de 85 milliards de dollars pour l'ensemble des diasporas qui partent vers le continent. Donc, ça constitue effectivement une aide juste incontournable et indispensable. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie de cette aide est dirigée à de la consommation immédiate. Et on se dit que peut-être, en effet, une partie de ces fonds pourrait être redirigée, fléchée, soit vers de l'investissement productif, ou alors pour soutenir effectivement des projets ou des entreprises qui sont engagées sur le développement durable. Et c'est ce que propose d'ailleurs une plateforme, Afriwity, qui permet de rediriger les transferts d'argent vers des causes ou des développements plus durables. Mais au-delà de cette manne financière, on constate effectivement que les diasporas sont aussi à la source d'un certain nombre d'innovations qui témoignent vraiment d'une énergie créative incroyable. Et ça s'est vu pendant le Covid et ça se voit en permanence pour peu qu'effectivement on regarde de près les initiatives de la diaspora. Et souvent, effectivement, les diasporas vont proposer des solutions assez inédites. Ça va être le cas, par exemple, pour tout ce qui est inclusion financière et santé. Donc, on a une start-up, par exemple, c'est moi qui étais spécialisée dans les solutions de transfert mobile, qui, pendant le Covid, a développé un assistant WhatsApp, sur WhatsApp, qui est un média extrêmement utilisé par les diasporas, extrêmement utilisé en Afrique, et qui permettait de faire un test d'autodiagnostic du coronavirus. Donc voilà, on a là donc une solution, finalement une plateforme qui existe pour l'inclusion financière qui d'un coup effectivement va proposer de répondre à un besoin immédiat qui est celui de faire des diagnostics du Covid. Ou alors je peux citer l'exemple dans l'agriculture de Itumba qui lui effectivement conseille les producteurs agricoles grâce à l'analyse de données satellites météorologiques et à l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment une capacité de ces diasporas à proposer des solutions innovantes et agile, une véritable agilité. Donc, et ça va se traduire effectivement par différents types de structures qui vont être mobilisées. Et donc, finalement, on se dit qu'au travers de ces structures qui sont créées, au travers de cette agilité et de cette créativité, ça va participer finalement à répondre à la réalisation des ODD. Puisqu'en effet, les ODD constituent quelque part une liste de besoins qui sont non pourvus et qui peuvent représenter autant d'opportunités pour des structures, qu'elles soient associatives, qu'elles soient d'entreprise ou une forme mixte d'ailleurs, de pouvoir réaliser ces ODD, ces objectifs de développement durable. Donc, l'idée, c'est de dire qu'au travers de cela, ce qu'il faut, c'est vraiment parvenir à adopter des partenariats qui incluent différentes parties prenantes. Et c'est le cas, par exemple, de l'ONG Actumi, qui est portée par différents membres de la diaspora et qui agit en partenariat avec des collectivités territoriales, des associations mauritaniennes et qui a pour but de faciliter l'accès à la santé au travers de caravanes santé. Ça, c'est un exemple très concret de partenariat avec différentes parties prenantes, diaspora locale,
associations et collectivités territoriales pour répondre à une problématique de santé. Donc, je peux citer aussi l'exemple sans aucun chauvinisme de ma part, hein, mais effectivement de la collaboration avec Airbus au Sénégal, qui a vraiment permis de développer et de répondre à un besoin de respirateurs au Sénégal, même si effectivement au final le Sénégal a peut-être été un peu moins impacté en termes de décès que l'on l'a été nous en Europe. Il y a eu vraiment toute une mobilisation en amont pour pouvoir faire face à un manque cruel effectivement de respirateurs. Donc, on le voit et on le sait, les diasporas sont clairement un pont naturel hein, entre le continent africain et la France. Et du coup, elles offrent aussi cette lecture un petit peu différente par une meilleure connaissance, effectivement, des acteurs de part et d'autre. L'idée, c'est de dire qu'en effet, ces acteurs presque naturels de la coopération internationale peuvent s'engager auprès des porteurs de projets de la diaspora pour amplifier leur action. C'est le cas pour citer vos confrères des Yvelines, donc Yvelines Coopération Internationale et Développement, qui finance au travers de 2 véhicules étudiants entrepreneurs Afrique et de son fonds IADEC, qui finance justement les porteurs de projets de la diaspora, qu'elles soient sous forme associative ou tout plus récemment sous forme de structures entreprises, pour les accompagner dans leur développement à l'international et sur le continent. Donc, véritablement, nécessité de prendre en compte la capacité d'innovation, la capacité et la volonté d'implication de ces diasporas pour repenser une nouvelle forme de collaboration avec ces diasporas pour le continent. Le deuxième et dernier enseignement que l'on en tire également, c'est à quel point, finalement, l'entrepreneuriat est un excellent levier pour catalyser la mobilisation des diasporas. Effectivement, on sait que les ODD, effectivement, pour l'heure, sont pris en compte par des acteurs publics. Or, compte tenu de la crise et des impacts économiques, on sait que les acteurs publics ne pourront pas répondre à tous les ODD. Donc, il est important d'y inclure également des acteurs du monde économique et notamment des startups qui sont portés par la diaspora. On peut citer quelques exemples, hein, toujours dans le transfert d'argent et la mobile money, qui est une véritable façon aussi d'inclure financièrement des populations vulnérables. C'est le cas de WeCashUp qui s'adresse à cette thématique-là. On va avoir des plateformes sur la santé, comme Diaspora Santé, qui permet aux diasporas de financer et d'offrir une assurance santé aux populations restées sur place, ou alors dans le domaine de l'inclusion énergétique avec Beno Énergie qui, lui, va effectivement adresser cette question de la transition énergétique et durable. Donc concrètement, au niveau du CPA, face à cet engouement pour l'entrepreneuriat, nous avons organisé un Tour de France dont vous avez certainement entendu parler, Tour de France de l'entrepreneuriat et de la diversité, qui nous a permis d'aller à la rencontre de ces acteurs, de détecter leurs attentes et de pouvoir mettre en avant l'apport effectivement de ces structures, aussi bien pour la France que pour l'Afrique. Car il faut rappeler que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat de la diaspora, il y a 3 niveaux. Il y a les entrepreneurs de la diaspora qui entreprennent en France et donc qui vont répondre et créer de la richesse en France. On va avoir ceux qui vont s'inscrire sur le double espace, donc qui ont une partie de leur chaîne de valeur en France, l'autre sur le continent. Et pour ces entrepreneurs-là, il y a véritablement aussi un besoin de les accompagner sur la durée. C'est ce qu'on va faire au travers du programme Meet Africa, dont nous lançons en décembre la phase numéro 2, qui va permettre à ces entrepreneurs de la diaspora de pouvoir bénéficier d'un accompagnement technique, de formation et financier en France et sur le continent pour amplifier leurs actions. Donc, en conclusion de ça, effectivement, fort de tous ces enseignements, le Conseil présidentiel sur l'Afrique travaille actuellement sur des recommandations qui vont être remises à l'Élysée au mois de décembre, fin décembre, et qui vont permettre effectivement de libérer le potentiel de ces entrepreneurs. Et ces recommandations vont s'axer finalement sur 4 grands axes, l'accès au financement, l'accompagnement, la formation, le réseau, l'importance d'avoir effectivement des rôles modèles, et ça vaut pour l'entrepreneuriat, mais ça vaut dans la vie de façon générale. La diaspora a besoin d'avoir des rôles inspirants du monde associatif, du monde de l'entrepreneuriat, du monde de médias. Voilà, il y a vraiment ce besoin de visibilité auquel nous avons tenté de répondre, et effectivement, l'accès à l'information, encore une fois, parce que l'information, c'est clairement ce qui va permettre de finalement s'engager dans le monde associatif, dans le monde de la coopération internationale, dans le monde de l'entrepreneuriat, et plus globalement, tout simplement de prendre place pleinement dans la société dans laquelle nous évoluons en France pour mieux servir le continent. Voilà un petit peu en 2 mots les grands enseignements que l'on en a tirés.
pour faire simple, je dirais que globalement, pour résumer tout cela, l'idée, c'est de dire qu'au travers d'une bonne collaboration avec les diasporas, au travers d'une bonne visibilisation de ces diasporas, on ne pourra que effectivement en tirer le meilleur, permettre à tous et à toutes de libérer le potentiel pour mieux servir la France et l'Afrique. Merci, merci beaucoup, Bouri. Merci d'avoir fait référence aux objectifs de développement durable qu'on n'a pas cités jusqu'alors dans les interventions, mais qui sont diffus dans tout ce qu'on peut dire, en fait. Parce que quand on constate les effets de la crise en France et qu'on réfléchit du coup à ces mêmes effets à l'international, on est dans cette logique de développement durable commun et donc qui est mis en avant dans ces 17 objectifs. Et puis, quand on parle de partenariat pour un meilleur accès à la santé, pour une meilleure prise en compte de l'environnement, pour un entrepreneuriat plus impliqué, on est aussi pleinement dans la réalisation de ces ODD, ces objectifs de développement durable. Je vais laisser du coup la parole pour une dernière intervention à Shadia maintenant, puisque ça fera bien écho, je pense, le soutien que le Forim peut proposer aux associations de la diaspora à tout ce que Bouri a présenté en termes de soutien aux entrepreneurs de la diaspora. Shadia, à vous. Merci beaucoup Mathilde pour cette dernière prise de parole. Effectivement, tout ce qu'ont dit mes collègues, que ce soit Claire ou Bouri, font vraiment écho au travail au sein du Forim et puis à ce que je vais pouvoir dire, mais je les rejoins complètement. C'est-à-dire que l'EXIS est une mission importante au sein du Forim, c'est un enjeu important et on a une commission qui travaille pleinement là-dessus, qui est une des plus dynamiques au sein du Forim. Tout ce que vous avez aussi évoqué, Ndao Bouri, fait complètement écho à nos missions, à nos objectifs et aux enjeux sur lesquels nous souhaitons travailler. Sur la question des partenariats, pour répondre à votre question, Mathilde, mais ça fera aussi du lien avec ce qui a été dit précédemment. D'abord, je voulais rappeler qu'au cœur de notre démarche, le premier enjeu du Forim, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas le Forim et qu'il est peut-être important de rappeler la mission principale quand le Forim a été créé, c'était de favoriser la reconnaissance des associations de solidarité issues des migrations internationales et de valoriser leur contribution au développement dans leur pays d'origine. Donc, le Forim, c'est une plateforme nationale qui est composée de regroupements de fédérations, de collectifs d'organisations de solidarité internationale issues des migrations, qu'on appelle des OSIM, et qui représentent 23 pays aujourd'hui et qui rassemble plus d'1 millier d'organisations de solidarité internationale issues de l'immigration qui couvrent les territoires indiens, des Caraïbes, du Sud-Est asiatique et d'Afrique subsaharienne, qui rassemble 40 membres en totalité. La relation du Forim avec les autres acteurs des territoires, c'est dans un de ses objectifs, c'est bien entendu de favoriser la coopération entre les organisations, les OSIM, et les organisations de solidarité internationale avec les acteurs de la société civile, mais aussi les collectivités territoriales en France, en Europe et à l'international avec des pouvoirs publics. Et ces partenaires, ils sont multiples. Dans notre propre réseau, comme je vous l'ai dit, on a des membres de différents continents, de différents pays, et nous avons aussi des partenariats, des inscriptions dans des réseaux, dans d'autres réseaux, que sont par exemple le Coordination Sud, le CRID, le CCFD, le GRDR, le F3E, et des financeurs importants que sont l'AFD, le ministère européen et des Affaires étrangères, les ambassades et l'Agence nationale de service civique. Vous en parliez aussi tout à l'heure, Claire, de l'engagement des jeunes qui est très important, sur lequel on essaye également d'intervenir. Sur d'autres partenariats, on collabore avec des collectivités territoriales, des mairies,
des départements, des régions, le RRMA par exemple, les universités, les autres dynamiques diasporiques. Et je voudrais citer deux exemples, deux outils importants sur lesquels nous travaillons, deux dispositifs importants qui vont toucher les territoires et les partenariats, qui sont d'abord l'outil principal pour engager des partenariats avec les diasporas et les actions de solidarité internationale, qui est l'outil PRAOSIM, qui est un programme national de renforcement et d'accompagnement, de cofinancement et de capitalisation de projets de développement local portés par les organisations de solidarité internationale. Donc le PRAOSIM, on va le présenter cet après-midi dans le cadre d'un des ateliers, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais juste sachez que ce PRAOSIM, il permet de financer de nombreuses actions qui touchent de multiples thématiques, qu'elles soient et de multiples publics, dont on a parlé tout à l'heure, et qui sont en lien donc avec les pays d'origine. On a aussi des opérateurs d'appui dans plusieurs territoires qui nous permettent d'accompagner au mieux, d'écouter, d'accompagner, d'identifier les projets des associations. Et bien entendu, le Forum reste ouverte à toute proposition et pour l'accompagnement dans les dossiers qui sont parfois un petit peu lourds. Je sais que, par exemple, pour la région des Pays de la Loire, une réunion a eu lieu en février 2020 et vous nous avez aidé, le RRMA, à la mettre en place pour travailler sur la formation de ces montages de projets. Le deuxième projet dont je voulais parler et qui fait aussi écho à la crise sanitaire et qui va au-delà, c'est le programme Génération Climat, ici et là-bas, et qui touche la jeunesse, une jeunesse solidaire de 15 à 35 ans et qui a pour objectif de relever le défi climatique qui est copiloté par le Forum et la Fondation pour la Nature et l'Homme, et qui est soutenu par l'AFD. Donc, l'objectif principal de ce programme, c'est de favoriser et d'accompagner, de renforcer l'engagement des jeunes, notamment issus des migrations, dans la transition écologique et solidaire en France et à l'international. Ça permet à la fois de répondre à un objectif des ODD, mais ça permet aussi de faire du lien entre cette crise sanitaire, crise politique, crise économique et sociale et crise aussi écologique, on a tendance à l'oublier. Un de nos principaux partenaires dans la région, c'est la Maison des Citoyens et du Monde, qui est un acteur important où les jeunes porteurs du projet peuvent s'adresser directement à cette organisation pour s'informer et être accompagnés dans les différents dispositifs de financement. Je termine juste en vous disant qu'on a mis aussi aujourd'hui à l'étude une étude sur la mise en réseau des OSIM et l'identification des opportunités de partenariat avec les diasporas dans la région des Pays de la Loire. Ça me semble important de le rappeler parce que cette étude, elle est en cours, elle est faite par un stagiaire qui est en master à Poitiers, qui est Sofiane Amichi, et qui présentera les prémices des résultats tout à l'heure dans un atelier en début d'après-midi. Le Forum accompagne actuellement la réalisation de cette étude et l'idée, c'est bien de mettre à jour des tissus associatifs pour approfondir la compréhension des dynamiques migratoires et des formes d'organisation des migrants dans la région des Pays de la Loire, afin de consolider, de mieux appréhender et accompagner ces dynamiques, cette mise en réseau associatif et diasporique à l'échelle régionale dans leur processus de structuration. Je voulais rappeler un petit peu cet emboîtement d'échelle qui existait au sein du Forum parce que ça parle effectivement aussi des partenariats et des territoires sur lesquels nous tentons de nous engager, nous tentons de nous engager pour essayer de rendre effective la solidarité internationale à la fois ici et à la fois là-bas pour évoquer ce monde que nous souhaitons plus juste, plus égalitaire, plus durable et plus solidaire. C'est aussi ce qu'a relevé et ce qu'a révélé cette crise sanitaire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Mais voilà, on peut peut-être continuer sur la partie échange et débat, si vous voulez bien. Très bien. Merci beaucoup, Shadia, pour cette dernière intervention. Voilà, vos trois interventions montrent bien l'imbrication qui existe entre cette dimension d'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, donc d'engagement à l'international depuis les territoires, et l'engagement des diasporas qui était vraiment qui sont des acteurs relais clés sur lesquels on peut s'appuyer et qui sont déjà très souvent engagés
dans des dynamiques de développement et de coopération internationale et qui peuvent nous aider à renforcer nos projets, à trouver des partenaires, à trouver aussi des solutions innovantes auprès d'entrepreneurs, de startups, etc. Merci beaucoup à toutes les trois. On reçoit déjà un petit nombre de questions dans le chat et le module de questions-réponses que je vais essayer de reprendre et de vous partager. Alors, remarque de Patrick Fresnel, tous ces exemples sont très intéressants. On voit que la France semble un peu bouger sur les nouvelles relations avec l'Afrique, mais comment aller plus loin en termes d'intégration panafricaine? Alors, c'est une question complexe. Peut-être, Bourri, vous aurez le plus d'éléments pour y apporter une réponse? Ah, oui, effectivement, c'est une question assez complexe. Comment aller plus loin dans une intégration panafricaine? Moi, j'ai envie de dire, effectivement, je crois que face à ce type de crise, moi, j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. C'est que jusqu'à présent, donc effectivement, pour revenir un petit peu sur les diasporas, parce que je crois que c'est un élément de la réponse, hein, jusqu'à présent, les diasporas s'organisaient beaucoup d'abord, et se sont d'abord organisés pour répondre aux problématiques de leur propre communauté, de leur propre village d'appartenance, de leur propre cercle immédiat. Ce qu'on a vu là pendant la crise, c'est notamment avec des jeunes qui se sont structurés, c'était pour apporter une réponse au-delà de ce périmètre ou familial, ou de village, ou communautaire. Mais vraiment, on a vu des gens originaires du Sénégal participer à des initiatives vers la Côte d'Ivoire. On a vu des personnes de Côte d'Ivoire participer à des initiatives vers le Ghana, ainsi de suite. Donc, il y a eu vraiment, quelque part, il y a eu la volonté de transcender cet aspect un petit peu peut-être plus limité, ce périmètre plus limité, pour répondre finalement à des besoins africains au sens large. Et ça, je pense que ce sont des choses qui vont avoir tendance à se développer. Alors bien sûr, le noyau familial, le noyau de sa communauté immédiate va toujours être le noyau de départ, mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de transcender tout ça pour répondre tout simplement et être plus fort en tant qu'Africain que simplement au niveau local. Alors, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais je pense que voilà, il y a une tendance comme ça qui se dessine et qu'il est important aussi d'accompagner. Très bien, merci. Je pense que c'est une question qui demanderait beaucoup de temps et de réflexion pour apporter une réponse complète. Donc, merci de ces premiers éléments de réponse. Alors, selon les questions, je désigne plutôt l'une d'entre vous pour répondre, mais vraiment les autres, n'hésitez pas si vous avez également des éléments à apporter, prenez la parole et contribuez également. Alors, la question suivante que j'ai notée est les adaptations à court terme à la pandémie sont nombreuses, mais quid des stratégies à moyen et long terme, même si l'arrivée des vaccins permet de revenir à des relations plus stables? Là, je pense que c'était notamment en réaction à l'intervention de Claire sur la façon dont les mobilités mises à l'arrêt avaient été réadaptées sous ce dispositif EASY et sous l'incitation de l'engagement à d'autres niveaux. Donc Claire, comment on va développer des stratégies à plus long terme sur la base de notre expérience actuelle? Oui, merci. Alors, il est vrai que Lydie avait répondu à un besoin de court terme, la fermeture physique des frontières et l'arrêt des mobilités. Il n'empêche que s'attacher à développer la sensibilisation internationale sur le territoire français dans le cadre de l'EXI, c'est aussi une stratégie de long terme. Ce n'est pas que répondre à une situation actuelle. C'est quelque chose qui se construit d'ailleurs avec les jeunes, avec les associations sur le long terme. Dans le cadre de l'ISIS, ce qu'on peut dire également, c'est qu'on souhaite mettre en avant la notion de parcours d'engagement, qui est assez importante et qui permet vraiment de construire petit à petit l'engagement dans la solidarité internationale sur le long terme. Donc, par exemple, un jeune qui est sensibilisé ou qui découvre un premier projet à travers l'ISI
peut ensuite s'engager, décider de s'engager ou être accompagné pour ce faire, pour monter un projet de chantier de jeunes dans le cadre du JSI-DSI. Plus tard, s'il y a des critères d'âge, plus tard, s'il a plus d'expérience, il peut décider de s'engager dans un volontariat à l'international. Et même quand il sera adulte ou senior, c'est le mot qu'on emploie, il peut s'engager dans un volontariat senior. Donc je pense que les réponses qu'on propose là à court terme, du fait de la fermeture des frontières, sont complémentaires avec une stratégie à long terme, dans le cadre notamment d'un parcours d'engagement à l'international. Merci, merci Claire. Une question pratique maintenant pour Shadia. Comment être identifié en tant qu'OSIM? Quel processus doit-on suivre? Juste peut-être, si vous me le permettez, Mathilde, je veux bien répondre aussi à la question qui était plutôt orientée pour Claire, mais j'avais envie de réagir. Avec plaisir. C'est moi qui ai interprété qu'elle était orientée pour Claire, mais je vais répondre aussi à votre question. Réagir, bien sûr. Non, parce que ça m'a aussi interpellée, parce qu'au sein du Forum, quand on a mis en place ce financement en urgence, en fait, finalement, parce que voilà, on a eu nos associations qui se sont tournées vers nous en nous disant, bah voilà, nous, on a des problématiques précises qui nous tombent dessus et on veut travailler sur ça. On n'a pas de dispositif aujourd'hui là-dessus. Le coup de pouce, le Praosim, tous les dispositifs qu'on avait habituellement ne permettaient pas de répondre à ces urgences finalement qui s'affichaient au sein de nos associations. Et donc, on s'est adapté. On s'est adapté sur du court terme finalement, puisqu'aujourd'hui, ce fonds de financement, voilà, il n'existe plus. On est en train de réfléchir à voir si on le relance, puisqu'on a été reconfiné, même si aujourd'hui, les choses se libèrent doucement. Mais ce qui nous a semblé important, c'est que ça a mis en exergue des précarités de public et de population avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler, mais qui nous permettent aujourd'hui de poursuivre le travail avec eux. Je parle des étudiants et des étudiantes étrangères. Ça, c'est vraiment un public sur lequel on ne travaillait pas. Et on a beaucoup d'organisations de nos OSIM qui, aujourd'hui, poursuivent le travail et qui se rendent compte que cette précarité des étudiants étrangers, elle est réelle. Elle existait déjà auparavant, mais elle a vraiment été mise en éclat pendant la Covid-19, parce qu'on s'est retrouvé face à des étudiants français qui pouvaient rentrer chez eux et des étudiants étrangers, du fait de la fermeture des frontières, qui se retrouvaient dans des CTU fermés, dans des espaces très exigus et qui parfois avaient perdu leur petit travail. Donc, c'était devenu des publics vraiment visés, importants en termes de précarité. Et puis, les Chibani aussi, sur lesquels on ne travaillait pas forcément. On avait d'autres associations qui sont des partenaires, d'ailleurs, je pense au GRDR, qui travaillaient sur ces questions-là, mais que nos associations se sont senties légitimes à approcher ce nouveau public qui était fortement aussi en précarité. Et il y a une autre question qui nous a interrogés, c'est toutes nos OSIM qui nous ont interpellés sur un sujet sur lequel on n'intervient absolument pas, qui était l'enterrement des migrants. Notamment les rapatriements des corps, puisque pendant le premier confinement, les frontières étaient complètement fermées et que les rapatriements des corps étaient très compliqués, voire impossibles. Et donc, pour un certain nombre qui étaient d'obédience musulmane, mais pas seulement, il a fallu regarder les carrés musulmans dans les territoires d'installation, dans les villes, et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie problématique qui a été soulevée et que des villes et des mairies ont dû se réapproprier des dossiers sur lesquels ils n'avaient pas forcément envisagé de revoir cette thématique. Donc ça, c'est des sujets qui nous sont arrivés pendant la Covid-19, qu'on a accompagné parfois et qui finalement ont perduré aussi dans le temps, puisqu'on continue à travailler aujourd'hui dessus. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour nous, Forum, de pouvoir se dire qu'on a ouvert des portes sur des thématiques et sur des publics différents qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Sur comment une OSIM peut nous approcher. Pour intégrer le Forum, il faut être dans une organisation, soit un COSIM, donc c'est un collectif d'OSIM dans des régions, soit un FOSIM, sachant que toutes les OSIM, enfin tous les collectifs et les fédérations qui rejoignent le Forum sont des FOSIM.
Et c'est des regroupements soit thématiques ou soit par pays qui peuvent ensuite demander l'adhésion. On n'a pas vraiment de définition de processus pour dire qu'est-ce qu'une OSI, mais en réalité, toute association de loi 1901 qui a la majorité de ses migrants dans son CA peut se déclarer OSI, mais peut le mettre aussi dans sa charte ou dans son règlement intérieur. Donc, on n'a pas vraiment de définition propre ou de processus, mais en tous les cas, on a une commission d'adhésion. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont en fédération ou en collectif, si cela vous intéresse, de contacter à la fois le président ou Gisèle Toali, qui travaille aussi sur la structuration des membres du réseau et de l'adhésion aussi des membres au sein du forum. Merci, merci Shadia du coup pour ces précisions sur le prolongement des initiatives du forum auprès de toutes ces populations qui ont été mises en lumière par le confinement et la crise sanitaire, et puis sur les questions pratiques de définition des OSIM et d'adhésion au forum. Une question pour Bouri à présent. Où peut-on voir et trouver les initiatives dont vous nous avez parlé? Et ça, je pense que c'est une chose que beaucoup de personnes vont se demander après tout ce que vous nous avez présenté les uns et les autres. Comment on retrouve ces ressources? Oui, alors donc effectivement, il y a effectivement un sacré nombre de ressources, et moi je m'en réjouis. Je me réjouis qu'il y ait autant d'initiatives effectivement qui soient disponibles pour la diaspora. Alors beaucoup de ces initiatives et plus largement beaucoup de dispositifs vont être visibles sur le site du CPA, cpafrique.fr. Également sur nos réseaux sociaux, puisqu'on est extrêmement actifs sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc, vous pouvez retrouver, d'ailleurs, en ce moment, on a un focus spécifique sur des entrepreneurs de la diaspora, sur de belles histoires innovantes de la diaspora. Donc, chaque jour, on met en avant un profil de diaspora qui nous raconte un petit peu son parcours et éventuellement les difficultés, les succès qu'il a pu rencontrer. Donc, ça, je dirais que le point d'entrée, c'est vraiment le site www.cpafrique.fr. Et également sur notre page LinkedIn. On est également très, très présent sur Facebook. Si toutefois vous ne trouviez pas une des ressources, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse email contact@cpafrique.fr sur laquelle effectivement on sera ravis de vous diffuser toutes ces initiatives. Merci, merci Bouri. De la même manière, je sais que les chroniques dont parlait Shadia sont visibles sur le site du forum. Et pour les projets soutenus dans le cadre du dispositif EASY, est-ce qu'ils sont publiés sur le site du ministère, Claire, ou ailleurs? Alors, ils sont plutôt publiés sur le site du FONGEP, le Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire, qui nous appuie dans la gestion du dispositif EASY. Très bien. Et puis pour l'appel en cours, hein, l'édition 2 de ce dispositif, en Pays de la Loire, le réseau régional multi-acteurs sera impliqué dans sa coordination. Donc, on aura à portée de main toutes les informations qui pourraient vous intéresser. Alors, j'en profite pour rester avec vous, Claire, sur la question suivante. Est-ce que l'EASY 2 pourra financer des projets portés par des associations qui comptent déjà des postes FONGEP EXI? Là, on est sur du très pratico-pratique également. Effectivement, c'est une question assez technique. C'est vrai que les postes FONGEP EXI, donc, ce sont des financements octroyés via le FONGEP, via l'AFD, donc via le MAE en dernier ressort, et qui, pour aller sur des considérations techniques, relèvent des mêmes lignes de financement de notre côté. En revanche, l'EASY, c'est un projet et le poste FONGEP, ce sont des ressources RH, donc ce sont deux choses différentes. Donc, tant que le salaire n'est pas valorisé dans le projet, l'association qui a un poste FONGEP EXI peut tout à fait déposer un projet EASY. Merci. Donc, il ne faut pas que l'un apparaisse en cofinancement de l'autre, concrètement. Tout à fait. Très bien. Alors, il y a une autre question. Alors, attendez, j'essaie de reprendre les deux fils de questions pour ne rien oublier. Peut-être une question pour
à la fois Bourri et Shadia. Comment aider les OSIM engagés là-bas qui ont des crédits en cours fragilisés par la crise actuelle? Alors, qui veut commencer? Bourri, peut-être. Alors, au-delà des OSIM, en fait, je pense que c'est comment aider les acteurs, qu'ils soient associatifs ou entrepreneurs, qui traversent des difficultés en Afrique. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'appui qui existent et qu'on peut les aider à mobiliser? Oui, effectivement, il y a eu notamment leur Digital Africa, hein, qui est une initiative qui a été lancée il y a un peu plus d'un an maintenant, qui effectivement a vocation à appuyer les acteurs du digital en Afrique, qui a effectivement mis en place un mécanisme pour accompagner ces entreprises qui étaient en cours de levée de fonds pour passer à une échelle plus importante et qui sont des entreprises africaines, hein, qui sont implantées sur le continent, et qui a mis en place un dispositif d'urgence de prêts qui leur permet justement de patienter le retour à une économie normale pour pouvoir accéder à des fonds plus importants. Donc, il y a eu ce dispositif d'urgence qui a été mis en place. On a vu également, alors toutes les entreprises ou start-up qui sont de droit français peuvent effectivement bénéficier d'un ensemble j'allais dire, des mêmes mécanismes de soutien que toutes les entreprises françaises. Je pense au PGE, je pense au Fonds de solidarité, donc qui sont des mécanismes qui leur permettent effectivement de faire face à cette crise dès lors qu'elles sont de droit français. Localement également, il y a des dispositifs qui sont mis en place par les autorités sur le continent, notamment des dispositifs de prêts. Ce sont beaucoup de prêts, hein, qui sont mis en place, mais avec des conditions préférentielles pour permettre effectivement aux PME notamment qui sont fragilisées par cette crise, de pouvoir emprunter sur des listes alors ce sont des listes qui sont définies, hein, ce sont des secteurs du type l'agriculture, enfin des secteurs qui sont vraiment, ou le tourisme durable, qui ont besoin plus particulièrement d'un appui, qui vont bénéficier de ces dispositifs qui sont mis en place par les banques centrales. Ou plus prosaïquement, parfois, ça va être, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, des solutions d'allègement de charges, d'allègement de loyer, des dispositifs qui vont permettre effectivement, le temps de la crise, de permettre à ces structures qui du coup ne gagnent pas d'argent, sont impactés, de ne pas avoir à en débourser. Donc il y a voilà, toute une palette de solutions. Je dois dire elles sont assez aujourd'hui, si je suis très transparente, elles sont peut-être un peu déconnectées les unes des autres. C'est-à-dire que chacun, effectivement, dans une phase d'urgence, a voulu répondre d'abord à son urgence, à son exigence localement. Peut-être qu'il faudrait effectivement coordonner pour faire une sorte de continuum, de façon à ce que les structures puissent bénéficier de l'ensemble de ces aides. Très bien, merci Bourri. Ça, c'était pour le volet entrepreneurial avant tout. Pour le volet associatif, je laisserai peut-être Shadia et même Claire compléter. On peut accompagner les associations des pays partenaires en mobilisant des dispositifs d'appui spécifiques développés dans le cadre de la crise sanitaire. Shadia, vous en mentionniez un tout à l'heure, hein, de financement ad hoc Covid. Je sais qu'il y en a eu d'autres portés par d'autres institutions. Ça peut être une façon de soutenir les associations qui travaillent dans les pays partenaires. Très bien. Effectivement, j'en ai cité un tout à l'heure, mais je peux en citer beaucoup d'autres. Mais effectivement, vous l'avez aussi rappelé, Mathilde, nos crocovis sont sur le site du Forum. Elles sont aussi sur notre blog Mediapart, nous avons créé à l'occasion justement de la mise en place des crocovis un espace pour ouvrir aussi des possibilités de lecteurs et de lectrices différents de notre réseau. Qu'est le Forum, puisqu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller sur notre site. Donc, on a eu un autre public et d'autres échanges, hein, par ailleurs, grâce à ce blog. On est aussi très actif sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook. Donc, je vous invite aussi à liker les pages ou à nous suivre sur Twitter pour voir les chroniques quand elles sortent, mais aussi les projets que nous avons financés dans le cadre de ce fonds de financement. Je voulais aussi dire que ce fonds de financement, il ne s'arrête pas là. Il va sûrement peut-être être relancé. En tout cas, on y réfléchit et on enrichit la réflexion des actions Covid, notamment lors de la GIM
2020. Donc, la GIM, c'est la Journée internationale des migrants que nous organisons annuellement lors de la Journée internationale des migrants le 18 décembre. Et donc, la thématique que nous avons choisie pour cette GIM, elle sera migration et résilience ici et là-bas, solidaire face aux crises. Donc, les crises multiples, bien entendu, mais en particulier, la crise de la Covid-19 va être le point focal de ce que nous allons pouvoir échanger, débattre. Bien entendu, je vous y invite, si vous avez envie de venir écouter et voir ce qui s'y passe. Alors, nous, en plus de ce fonds et de ces crocodiles qui mettent en visibilité justement ces actions des diasporas qui sont encore fortement visibilisées et peu connues, nous avons un dispositif qui existe concrètement tout le temps, pas seulement pendant cette période, qui est le Praosim et qui est un dispositif qui peut tout à fait aussi être utilisé aujourd'hui dans le cadre de la crise pour répondre à des difficultés particulières. Donc aujourd'hui, l'appel à projet, il est terminé depuis quelques jours, mais je vous invite s'il y a des OSIM qui sont intéressés et qui veulent répondre dans le cadre de la Covid-19 sur un projet de solidarité dans les pays d'origine, n'hésitez pas à venir le faire. Mais c'est déjà l'objectif du Praosim de travailler sur des thématiques qui, justement, luttent contre la pauvreté, permettent l'émancipation de publics précaires, je pense notamment aux femmes, ou de remplir des objectifs d'égalité de territoire. On pense souvent à des zones très marginalisées dans les pays d'origine des diasporas où il manque des écoles, il manque des hôpitaux. Donc voilà, ça peut être vraiment de multiples thématiques et qui peuvent aujourd'hui être en lien, bien entendu, avec la question de la Covid-19. Hop, avec le micro, c'est mieux. Merci, merci Shadia. Alors, on va essayer de prendre une dernière question pour se diriger vers la conclusion et essayer de rester dans les temps. Alors, Shadia, il y avait une autre question pour vous de Tom. Comment les COSIM et FOSIM sont-ils accompagnés par le Forim? Mais je vous propose, parce qu'on a pas mal échangé sur ces détails pratiques, de voir directement avec Tom s'il souhaite contacter Gisèle, dont vous avez mis le mail dans le chat, ou visiter le site du forum dont vous avez aussi mis le lien. Voilà, Tom, je vous invite vraiment soit à contacter Gisèle, soit à regarder les infos disponibles sur le site du forum. Je pense que vous trouverez déjà pas mal d'éléments de réponse à votre question. Et donc, la dernière question à laquelle je vous propose de répondre est, y a-t-il une coopération avec les organismes en charge de l'emploi dans les différents pays, notamment pour favoriser leur évolution? Alors, je regrette que notre président, qui est président de la Chambre de métiers de Vendée et qui porte des coopérations avec des chambres partenaires en Afrique, ne soit pas là pour nous apporter un éclairage. Je ne sais pas si Claire, alors ça ne dépend pas du tout de vos services, mais dans le cadre plus large du ministère auquel vous appartenez, j'imagine que c'est des questions qui sont débattues. Je ne sais pas si à votre niveau, vous avez des éléments de réponse. Alors, à mon niveau, effectivement, je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails sur les questions des organismes en charge de l'emploi dans les différents pays. En revanche, je peux vous indiquer que nos relais dans les différents pays sont directement les ambassades qui ont toutes les informations et que nous, de notre côté, on est plutôt sur les questions de volontariat. Ce n'est pas de l'emploi, justement, mais c'est aussi des ressources humaines envoyées dans les différents pays. Et à ce niveau, on a des relais, des espaces volontariat qui dépendent de notre opérateur France Volontaire, qui sont des relais existants dans les différents pays. Merci. Je me doutais que c'était une question un petit peu piège pour vous, effectivement, que ça sort des compétences de votre service au sein du ministère. Bourri, peut-être que vous avez des éléments.
Oui, alors pas nécessairement avec les agences précisément sur cette question-là, mais au fond, la question qui sous-tend, c'est celle de l'insertion professionnelle. Je comprends qu'effectivement, la question, c'est comment fait-on pour mieux collaborer de façon à ce qu'il y ait une meilleure insertion professionnelle des individus. Là-dessus, effectivement, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, notamment, il y a notamment pour tout ce qui est formation professionnelle et technique, il y a eu une grande assise sur cette thématique l'année dernière, auquel effectivement le CPA a participé pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une meilleure prise en compte des besoins et des marchés porteurs sur les pays, de prendre en compte les besoins et les secteurs porteurs de façon à orienter les formations pour qu'elles puissent y répondre. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir une bonne compréhension des enjeux qui peuvent être aussi en lien avec les ODD qu'on a évoqués tantôt. Effectivement, les secteurs porteurs peuvent en quelque sorte aussi être ceux définis par les ODD. Ça nécessite d'avoir une bonne collaboration, une bonne participation avec les acteurs économiques, dont les entreprises, pour que effectivement le système éducatif soit en capacité de répondre à cette question de la mobilité économique des acteurs, socio-économique des acteurs. Donc ça, c'est une partie de la réponse. En termes de collaboration également au niveau français, il a été mis en place un programme de cadres volontaires. Donc c'est un programme qui est en phase pilote, qui va être lancé dans les prochains jours, les prochaines semaines, et qui permet effectivement à des cadres experts de la diaspora, résidentes en France, de pouvoir aller apporter une réponse vraiment très concrète et très ponctuelle à un besoin qui n'est pas répondu localement, donc au travers d'un système d'accompagnement, donc avec une garantie du salaire, une garantie des avantages sociaux et autres, qui vont permettre de façon temporaire à ce cadre de la diaspora d'aller répondre à une problématique d'emploi ou d'expertise localement. Donc voilà deux axes. Un, l'insertion professionnelle avec une belle coopération avec les acteurs locaux et réponse à des secteurs porteurs, et de deux, effectivement, pour des réponses ponctuelle, l'utilisation de ces cadres de la diaspora. Merci Bouri. Peut-être aussi une ressource intéressante sur cette question, c'est la CPCCAF, la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. J'imagine qu'en allant sur leur site, on peut aussi trouver pas mal de choses intéressantes sur cette question. Et ben, il est temps, à 2 minutes près, il est temps de clôturer cet atelier. De nouveau, un grand merci à vous trois, Shadia Arab, Claire Shenching et Bourine Dao, pour vos interventions très intéressantes, très éclairantes. Merci à tous les partenaires qui contribuent et qui soutiennent à cet événement dans l'ombre. Je ne sais pas si Françoise Grelot, vous souhaitez reprendre la parole une minute en conclusion. En conclusion, un grand merci pour ce débat, pour les réponses données par les uns et les autres. Et donc, je souhaite une bonne continuation sur les ateliers de l'après-midi. Très bien. Eh ben, merci pour ce mot de conclusion. Bonne après-midi à tout le monde. J'espère qu'on vous retrouvera nombreux dans les différents ateliers. Et voilà, merci Shadia, Bouri et Claire. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi. Merci.